Là, il y avait un très long mur qui allait de l'angle de ce bâtiment à l'angle de l'autre. Et là, c'était la rue d'Elben. Et dans ce mur, il y avait un énorme portail par lequel nous achetions des friandises. Il venait un monsieur qui s'appelait, qu'on appelait Cacahuète, et qui nous glissait les bonbons ou les cacahuètes par un trou du portail. Et nous passions la monnaie par le trou du portail. En entrant dans Albi par le nord, on franchit le Tarn. Et là, vue du pont, la ville se déploie. On voit alors deux forteresses de briques rouges qui dominent nettement les toitures. Celle de droite est la cathédrale, dont le clocher figure sur toutes les cartes postales de la ville. Et celle de gauche, le lycée La Pérouse. Lui aussi possède un clocher, celui de la chapelle des Jésuites, autour de laquelle il a été bâti. C'était un proviseur qui passait son temps à crier dans les couloirs, qui terrifiait les élèves, mais il terrifiait aussi les professeurs. Tout le monde était terrifié, il avait cette colère incroyable, et il donnait des coups de pied au cul facilement aux élèves, presque aux professeurs. Je me rappelle la première fois qu'il m'a appelé. Évidemment, je n'étais pas un très bon professeur, il y avait des cours d'instruction civique qui me déplaisaient souverainement. Et donc, dans les premiers temps, je les ai sautés, je ne les ai pas faits. Il m'a appelé, il m'a dit « si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à partir ». Pourquoi lycée La Pérouse? À cause de ce navigateur préféré de Louis XVI qui était enfant d'Albi et élève des Jésuites sur ses bancs. Plus tard, avec la Révolution, le collège devient école centrale du département du Tarn. Mais Napoléon, qui a le souci de l'ordre, le ramène vite au rang de collège. Il veut laisser à Toulouse le privilège du seul lycée de la région. Je me souviens, surtout c'était une espèce de... Il y avait un cérémonial autour d'un film que l'on nous montrait chaque année, un film terrible. Enfin, moi je vivais ça comme un cauchemar et j'essayais de m'y soustraire systématiquement, à savoir Nuit et brouillard qui nous était infligé une fois par an. Voilà, et il fallait, je ne sais pas, où il fallait sans doute culpabiliser. C'était le but du jeu, c'était de culpabiliser. En 1867, enfin, les bâtiments actuels sont inaugurés et reçoivent l'enviable titre de lycée impérial d'Albi. Plus tard, il sera rebaptisé La Pérouse et l'on y enseigne maintenant la musique et la physique nucléaire. Ce lycée fut mon lycée dans les années 60, de la 6e à la terminale. Un peu berceau de mes aptitudes, un peu caserne de tout le reste. Mais combien avant moi avaient franchi sa porte? Et combien m'y suivront encore? Si je fais le calcul, je trouve que depuis l'ouverture, c'est 100 000 hommes qui ont cessé ici d'être des enfants. La plus grande famille, le plus immense rempart d'eux auquel il m'ait été donné d'appartenir. Pourtant, aucune trace de cela dans le silence d'après la fin des cours. Juste l'impression d'être dans un cloître, une abbaye. Le début du XVIIe siècle, c'est la fin des guerres de religion. Or, nous sommes ici, à Albi, dans une zone, on le sait, d'émancipation religieuse très active. La guerre des Albigeois a laissé des traces. Et la monarchie, de plus en plus puissante, servie par un ministre de plus en plus intransigeant, Richelieu, veut mettre fin à ce qu'il considère comme une hérésie et surtout comme un mouvement politique dangereux, le protestantisme. Or, nous sommes ici entre deux poches très actives du protestantisme, l'une à Montauban, l'autre dans le Cidobre et la Montagne Noire, autour de Castres. Et l'implantation d'un collège des Jésuites ici a pour objet
de renforcer le message du Concile de Trente et la reconquête catholique sur les pays jusque-là protestants. Quand je pense au jour de mon entrée en 6e, c'est le visage d'un garçon de ma classe qui me revient en mémoire. Berthaud. Pourquoi lui? Déjà à cause de ses cheveux tirés en arrière quand tous les autres avaient une sage raie de côté. Mais surtout parce que seul parmi nous, timides petits 6e, il faisait l'intéressant devant un autre garçon brun, d'une tête plus haut que nous tous, un redoublant. Je l'avais justement aperçu dans la rue en train d'écraser une Gauloise sous sa semelle avant d'entrer. Une Gauloise. Et moi qui avais encore dans la bouche le goût des tartines beurrées de ma mère. Il est important de considérer que partout où les jésuites sont passés, ils ont drainé la clientèle de notre société. Leurs écoles avaient une grande réputation parce qu'elles appliquaient un programme et que de ce fait, elles rendaient nécessaire l'utilisation de manuels scolaires. Dans les autres écoles, l'enseignement était essentiellement lié à ce que l'enseignant connaissait lui-même, c'est-à-dire qu'il transmettait ce dont il disposait. Et en changeant d'enseignant, on pouvait tout à fait changer de programme, alors que les jésuites appliquaient un programme. Donc ce lycée a conservé une certaine tradition jésuitique. D'une part, les bâtiments sont très exactement à l'emplacement où les jésuites les avaient mis. Et sous les voûtes, on respire un air que les jésuites ont insufflé. Et il y a dans la tenue de cet établissement, dans son allure compassée, dans son souci du succès, dans sa volonté d'élitisme et dans son souci de concours, quelque chose qui résulte bien de la période jésuitique. Mais un peu grâce à Berthaud pourtant, une chose capitale devait se produire. Mon meilleur ami, de la 6e à la terminale, l'indéfectible, celui qu'on garde pour toujours dans son cœur et sa mémoire, fut très vite le redoublant à la laine qui puait le tabac. En effet, à ce Berthaud qui l'entreprenait, le flagornait dans l'attroupement que nous formions devant la porte de notre future salle de français, le redoublant ne répondait pas du tout comme un caïd, mais au contraire, cherchait tout en rigolant à se faire oublier. Je trouvais ça particulièrement grand, et quelques appels par ordre alphabétique plus tard, j'avais noté que ce prince s'appelait Jean-Paul. Ce cher Jean-Paul, le grand, le doux dur, le subtil Jean-Paul, roi du flipper nul en classe, mais qui avait un regard sur la vie. Nos aventures, notre duo, lui le cancre poète, moi le bon élève timoré, allaient traverser mes années lycée comme un phare, leur donner leur équilibre entre version latine et disque yéyé. J'étais son sauveur en cas d'interrogation écrite, et lui mon parrain pour toutes ces choses de la vie qu'on n'apprend pas en classe. Merci alors Berthaud d'avoir été un lèche-cul. Un peu grâce à toi, je sais aujourd'hui qu'on peut redoubler, fumer des Gauloises et appartenir pourtant à la fine fleur de l'humanité. C'est ici que je suis arrivé au lycée en 1931. J'étais accompagné par mon père. Et il m'avait acheté un dictionnaire d'anglais. Mon premier dictionnaire d'anglais, que j'ai toujours d'ailleurs, il est assez petit, il a des rayures rouges et bleues. Et je me souviens que j'avais dit à mon père, tu sais papa, je sais déjà un peu de prononciation en anglais. Je sais comment on dit deux O. Les deux O se prononcent OU. Je venais à bicyclette. J'étais externe, donc je rentrais manger chez moi à midi pour échapper un peu 2 heures à l'enfer du lycée. Voilà. Ah ben ça a changé évidemment. Les élèves ont une table pour chacun. Là maintenant, autrefois il y avait des tables pour 2. Et puis qui étaient en bois. Enfin, c'était... Par rapport à maintenant, ça paraissait tout à fait de l'ancien temps. Quoique à cette époque-là, c'était déjà mieux que les tables d'autrefois, qui étaient des tables en pente, avec le couvercle qui se levait, on mettait des affaires dedans. Enfin, là quand même, c'était déjà un peu plus moderne. Mais c'était pas du tout ce genre de classe-là. Maintenant, ils sont trop bien, les élèves, là.
Donc trop bien. Il faut peiner, à mon avis, dans la vie. Jean Jaurès a enseigné ici de 1881 à 1883. Il est parti à Paris dans les années précédentes. Il a passé le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il est dans la même promotion que Henri Bergson. Ce sont les deux fortes têtes, quoi, en quelque sorte, de la classe, de la promo. Donc voilà, il sort et comme il est bien placé, il a le droit de son affectation, de choisir son affectation. Et puis à ce moment-là, son père est relativement assez malade à Castres, et donc il choisit de revenir auprès de ses parents, quoi. Et là, à cette époque-là, c'est pas un dandy, mais c'est quelqu'un quand même qui s'habille bien. C'est un professeur agrégé, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement la parole. Faut dire aussi qu'il n'est pas encore marié et que ma foi, il faut trouver chaussure à son pied. Et pour le faire, il faut aussi présenter, aller dans des salons régionaux. Il côtoie la bonne société locale, hein. Et il est mince, il est très beau. Il vient d'une famille relativement bien considérée de Castres, de moyenne bourgeoisie provinciale, qui était fabricant, négociant, etc. C'est pour ça que d'ailleurs Jaurès va continuer les études, hein. C'est pas tout le monde qui à l'époque pouvait faire le cursus qu'il a fait. Son cours évoque les questions de l'être, les questions de l'art, les questions de la culture, de la nature, toutes les grandes questions de philosophie à cette époque-là. Mais c'est un cours qui n'aborde pas les questions politiques. Il ne faut pas s'imaginer qu'il parle de socialisme, etc. Il ne sait rien du socialisme à ce moment-là. Quand il est ici à Albi, il sait bien, il a bien vu des ouvriers sur Castres, par exemple, quand il était enfant. Mais il n'est pas rentré en contact. Non, le vrai contact avec la classe ouvrière qu'il aura, il l'aura à partir du moment où il sera élu député, bien sûr. Et dès 1886, les mineurs de Carmont lui demandent de les représenter au Congrès national. Donc il ne faut pas attendre des écrits de Jean Jaurès des années 1880. En plus, il a 20 ans. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas aller rechercher chez une personne qui se construit en permanence. Et jusqu'à la fin de sa vie, il se construira. Il s'affirmera. Donc il ne faut pas aller chercher la vérité de Jean Jaurès à cette époque-là, même s'il y a sans conteste une partie de la vérité du personnage. Et cette partie-là, c'est vrai que c'est son caractère, qui est un caractère de bonté, d'infinie curiosité aussi. Ça, oui, c'est quelque chose qui va durer chez Jean Jaurès. Mais du point de vue politique, non. À la fin de la 5e, nous sommes 2 à avoir eu le prix d'excellence. L'autre s'appelait Vacry. Je nous revois côte à côte, sous ces arches de briques, approchant du Saint des Saints, cette grande pièce au parquet ciré, vers où confluait en même temps que nous le flot des parents endimanchés, proviseurs, enseignants et élèves distingués des autres niveaux. C'est alors que j'ai remarqué que Vacry avait pour la première fois retiré son éternelle blouse grise. Il marchait à mes côtés en tricot marron et culotte courte, tout maigre sans cette blouse. Mais surtout ce qui me frappait, c'est, contrastant avec mon blazer flambant neuf aux boutons cuivrés, la triste minceur de ses vêtements usés, ternes et filochés. Les copains de classe sont d'autres nous-mêmes, du même âge, des mêmes épreuves, des sortes de doubles, des sosies, si identiques qu'il faut les disposer en liste pour les distinguer. Or là, Vacry, avec sa maigre laine sur le dos, son fond de culotte élimé, était à la fois mon double et mon antithèse. Double pour le prix d'excellence, antithèse pour tout le reste. C'était un autre moi, version pauvre en quelque sorte.
Bon, l'une des choses les plus insupportables dans ce lycée, que moi, enfin, j'ai pu vivre dans ce lycée, c'est la discrimination sociale qui était extrêmement importante. Disons, il y avait ceux qui tenaient on ne peut pas dire le haut du pavé, mais le haut de la cour. Les fils des médecins, des inspecteurs du permis de conduire et autres professeurs de collège et de lycée. Avec lesquels j'avais beaucoup de difficultés parce que je venais moi justement de cette zone déterminée, cette zone sociale dire grise entre la ville et la campagne. Et puis la remise des prix a eu lieu. Dans la salle au parquet ciré se trouvaient tous les autres élèves récompensés, mais je ne les voyais pas. J'avais, planté dans l'esprit comme une épine, la silhouette grise de Vacry, son tricot au cou d'usé et son application forcenée. Je le revoyais ne pas jouer avec nous en récréation, mais réviser. Et tout ça jetait une ombre sur le lustre de la cérémonie et nos fiertés de fils d'enseignants ou de bourgeois. Avoir le prix d'excellence pour nous, ce n'était qu'un mieux, un joli coup, une performance de plus. Pour lui, mémoriser l'emplacement du Mato Grosso était vital. Maîtriser la mise en facteur et le dénominateur commun, une vraie question de survie. Ce lycée était sa seule chance de s'arracher à ses fonds de culottes rapiécés. Il devait le savoir depuis toujours. Moi, je l'ai appris ce jour-là. Mais j'avais tout autant finalement de problèmes de ce type-là avec mes enseignants eux-mêmes, surtout dans les petites classes, au collège, où encore je ne savais pas me défendre. Après, j'ai appris très vite à me défendre, mais au collège, c'était assez dur. C'est-à-dire, on m'a souvent fait des remarques sur ma tenue, sur ma propreté, sur la propreté de mes copies, etc. Et que moi, j'ai immédiatement vécu comme relevant de la discrimination sociale. Hein. Alors, comment la guerre a débarqué ici? D'abord, on est au mois d'août. Au mois d'août, le lycée, il n'y a pas d'élèves. Août 14. Donc, ce lycée va être transformé en premier temps en espèce de cantonnement pour les soldats qu'on mobilise. Et puis ensuite, très tôt, très vite, comme un hôpital militaire un petit peu auxiliaire, soit ce qui veut dire que on ne peut pas faire la rentrée d'octobre, puisqu'on rentrait en octobre à l'époque, puisque le lycée est occupé par les militaires, par les médecins militaires, etc., par tous les services de ce genre-là. Et il semblerait que progressivement, donc, les élèves sont revenus, mais qu'ils ont à un moment donné cohabité, on pourrait dire, avec les blessés. Pour le repos, le plaisir du militaire, tous étaient de grands blessés, opérés dans de véritables hôpitaux avant d'être dirigés vers ce service auxiliaire en vue de leur convalescence. Néanmoins, en dehors de certaines heures de souffrance, surtout après renouvellement des pansements exécutés sur place, ils étaient joyeux dans leur bonheur momentané d'avoir définitivement échappé à l'enfer des combats. Il fallait les voir, au beau jour, assis ou couchés par groupe à l'ombre légère des grands acacias odorants de la cour. Ils menaient à grands cris d'interminables parties de cartes ou lisaient paisiblement un bouquin éculé de notre bibliothèque. Certains, par contre, dolents et tourmentés, exposaient au soleil leurs moignons couturés ou quelques affreuses blessures dénudées dont la vue nous faisait frissonner. La main de l'homme pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Et, événement très important, en 1916 arrive la première professeure femme. Elle s'appelle Madame Favre, elle est elle-même l'épouse d'un professeur, elle est licenciée en sciences, et la voilà donc avec des élèves dans sa salle de physique. Et pour se faire bien voir d'elle, les élèves abandonnaient ce qui était encore une espèce d'uniforme, c'est-à-dire une espèce de redingote ou de casquette, et se mettaient en civil, en cravate, ils s'approchaient de très près lorsqu'elle faisait des expériences, et pas qu'elle les faisait avec beaucoup de pédagogie, et elle était très proche des élèves. En clair, on pourrait dire que ces élèves s'intéressaient plus à son physique qu'à la physique. À mon époque, les dortoirs n'étaient pas du tout de ce modèle-là. C'était des alignements de lits sur deux allées, une allée côté rue et une allée côté cour. Et puis un passage au milieu avec la cabine du pion au milieu. La cabine du pion était une petite réserve cachée par des rideaux dans laquelle se plaçait le surveillant de nuit. Et la nuit,
il y avait un veilleur de nuit qui passait. Il passait dans tous les dortoirs et tout au long de 7 ans de ma pension, j'ai vu passer, quelquefois, quand je ne dormais pas, j'ai vu passer près de moi un veilleur de nuit qui allait à pas de loup et qui, évidemment, vérifiait si tout allait bien parmi les gosses. J'ai complètement raté ma 4e. Elle se résume au souvenir d'un prof de maths qui frappait du plat de la main, chevalière tournée vers l'intérieur, avant de nous envoyer à la porte jusqu'à la fin du cours. Et bien sûr, mon copain Jean-Paul, cancre officiel de la classe, était sa victime idéale. Je me souviens une fois, dans la classe du second, il était pitoyablement penché sur sa copie, quand brusquement, la main du prof s'était abattue sur sa nuque. La bagouze et sa grosse pierre noire avaient frappé si fort l'arrière du crâne que le front avait ricoché sourdement sur le bureau. Le choc avait dû résonner dans toute la cage d'escalier. Mais Jean-Paul paraissait insensible à la honte, comme si les humiliations glissaient sur lui. Ce rôle de canard boiteux lui venait sans doute de sa famille, qui n'avait Dieu et d'amour que pour son frère aîné, si doué, si brillant depuis tout petit. Et c'est vrai, certains lycées vous sortiront de la misère sociale, mais lequel fera autre chose que redessiner, que reprendre en plus grand les cercles anxieux de la famille? Plus ou moins, pour tout le monde, le lycée c'est aussi le lycée de la douleur. Parce que quelquefois, les camarades sont cruels. Quelquefois, les professeurs sont injustes. Il y a l'éloignement. Mais chez moi, ces choses-là se sont en quelque sorte un petit peu aggravées du fait de ma situation matérielle. Comme j'étais un enfant seul, comme j'étais un boursier, je voyais que j'avais près de moi des gens qui n'avaient pas besoin de bourse. Et voilà, c'est pourquoi les relations que j'ai avec le lycée sont un peu ambiguës. Le lycée, je l'estime, mais en même temps, j'ai appris la vie sociale et ce qu'elle a de discutable. Je garde au contraire un souvenir plutôt positif de ma 3e. Le jour de la rentrée, une surprise attendait les 30 élèves de la classe. Notre prof de français a les cheveux longs. Je m'entends, long c'était juste un peu bouclé au-dessus des oreilles, mais cela suffisait à nous chavirer. Jeune comme il était en plus, ce prof avait en effet tout pour nous faire penser qu'un jour ou l'autre, il débarquerait en cours en Santiago et blouson de cuir. Quelle énigme alors, lorsqu'il s'est mis à nous faire étudier le Cid de Corneille. Comment pouvait-il avoir les boucles de Johnny et dire « Nous nous trouvâmes 5000 en arrivant au port ». Qui était ce « nous » ? À l'époque, nous n'en concevions pas d'autre que « nous les copains ». Et puis, au fil de l'année, nos yeux se sont ouverts. La société, pour tous les ados du monde, se divise en clans, en bandes. Or, les boucles de ce jeune prof, et peut-être aussi son talent éducatif, nous ont fait voir autre chose. Que tout dans la vie n'est pas organisé autour de la seule longueur des poils, par exemple. Alors, peu à peu, nous, s'est mis à désigner de moins en moins notre meute, notre tribu de yéyés, pour signifier plus grand, plus large, le Cid, d'autres époques, d'autres hommes, l'humanité. Mon frère était un bon élève et je ne me souviens plus dans quelle année c'était, je crois que c'était au début, 43. Mon père, un jour, qui était un excellent maître, très consciencieux, a été révoqué de l'enseignement. Révoqué de l'enseignement, non pas en fonction de ses critères professionnels, mais du fait de ses opinions politiques et plutôt même de son appartenance à la franc-maçonnerie. Robert avait à ce moment-là 17 ans, pas tout à fait 17 ans. Il est fatal que lorsqu'on vit des choses de ce genre, à 17 ans, ça marque. Donc mon frère a été politiquement très durci, marqué par cela. Mais là où les choses se sont aggravées, c'est que début 1944, à un moment donné,
par un agent double de la résistance, mon père a été informé du fait qu'il fallait qu'il parte tout de suite de la maison, du matin au soir, parce qu'il était sous la menace d'une arrestation avec prison, déportation éventuelle, etc. etc. Bon, donc du matin au soir, mon père est parti, et je me souviendrai toujours du dernier moment où nous avons été réunis tous les quatre sur le palier de la maison, mon père, ma mère, mon frère et moi. Dernière fois. Mon père a pris mon frère par les épaules. Il lui a dit « Je dois partir, sois un homme ». Donc il a été encore plus durci dans ses convictions, dans ses volontés de libérer le pays, et avec un côté un peu personnel de venger l'injustice dont mon père avait été la victime. Mon père est parti, il est allé se cacher, il s'est caché pendant 6 mois, malade. Nous continuions à aller au lycée, et l'année scolaire s'est terminée. Robert a passé le bac, et a été reçu, et est parti au maquis. Il a eu son baptême du feu à Albi, au moment où une colonne est revenue dans Albi. Il y avait sur la façade du lycée La Pérouse, il y avait des traces de balles à un moment donné. C'est ce jour-là où mon frère a eu le baptême du feu. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Il se faisait appeler Julien. Julien comme Julien Sorel. Référence à Stendhal, etc. Donc, il est parti au maquis, mais il n'avait pas de fusil. Et mon père, je ne sais comment, a réussi à lui procurer un fusil. Et mon père lui a donné le fusil. Et les regroupements de maquis se sont faits en remontant la vallée du Rhône. Les Allemands ont continué à reculer. À un moment donné, le front s'est un petit peu stabilisé, l'Alsace n'étant pas libérée. Et à ce moment-là, ils sont partis dans les Vosges. Et à un moment donné, il a su qu'il devait y avoir une attaque contre les lignes allemandes. Il a tenu à participer aux premières lignes. Et il était en tête des premières lignes. Le jour où ils ont fait cette attaque, il y avait du brouillard, d'après ce qu'on nous a dit. Il neigeait. Et à un moment donné, le brouillard s'est dissipé, il y a eu une zone de lumière, et à ce moment-là, ils étaient très près d'un blocos allemand qui ont tiré, et il a reçu 2 balles dans la tête, une au front et une à la tempe, et il est mort quelques jours après. Ça a été à partir de ce moment-là la dureté morale totale. J'ai entendu mon père hurler pendant des nuits entières. Je suis responsable de la mort de Robert. Si je ne lui avais pas trouvé le fusil, il n'aurait pas pu rester au maquis, donc il ne serait pas mort. Je ne sais pas. Il aurait fallu la paix. Et là, Robert, je crois, était, ou aurait été, un grand bonhomme. Aujourd'hui, les traces de balles sur la façade ont été effacées. Et le lycée de mon adolescence fait plus que jamais penser à un vieux paquebot tranquille. Pourtant, dans ces soutes, de nouvelles histoires singulières sont en train de s'écrire, tandis que du dehors, le monde qui va son train frappe à la porte. Et si un lycée c'était ça, le perron sur lequel la grande et la petite histoire se serrent la main.
Un endroit où du personnel au collectif, c'est toujours les mêmes scènes qui se rejouent, obstinément. Oui, tout le monde avait son nom latin. Alors quelquefois ça ne leur plaisait pas trop. Il y en avait un que j'appelais Bestia, la bête. Il était comme ça là. Je l'appelais Bestia, ça ne lui plaisait pas trop. Il y en a un qui était blond. En latin, blond ça dit Flavillus, mais moi je le féminisais, Flavilla. Alors ça veut dire brunette, blondette, blondine, enfin peu importe. Et je l'ai trouvé dans les rues, là, ils m'ont dit quand même, vous auriez pu mettre mon nom en latin au masculin quand même. C'était plutôt gai, et j'étais même créateur de chahut moi-même. Quand je m'ennuyais en classe, le chahut était proclamé, je ne disais pas je proclame le chahut, mais enfin je le crée moi-même. Et puis à un moment donné, j'ai dit maintenant on arrête, on va travailler. Et puis ça marchait, ça marchait. Mais je crois que j'ai eu fait de beaux chahuts. Je vais vous tuer, petit voyou, je vais vous tuer. Le prof serrait le cou de l'élève à deux mains, il était suant, tremblant et criait d'une voix perchée. Puis les sanglots prirent le dessus et il était en larmes quand la porte de la classe s'ouvrit dans son dos. C'était la lingère, venue de la pièce voisine, qui, attirée par le vacarme, s'encadrait sur le seuil et gesticulait pour nous faire taire. Le spectacle devait être terrible. 30 énergumènes s'égosillant et un prof qui sanglotait, couvert de traces blanches de craie. Ce malheureux prof traînait depuis toujours sa condition, son cartable mou et son costume avachi de victime. Il était celui qu'on chahute. Mais pourquoi est-ce que ça continuait? Pourquoi, sauf rares exceptions, les autres profs laissaient leurs collègues se faire mettre à mort, cours après cours? Pas de réponse. La barbarie de la chose n'apparaissait aux yeux de personne. À une condition pourtant, qu'elle se déroule dans le huis clos de cette salle de classe. L'ordre avait été troublé, la cocotte minute avait explosé, et puis l'ordre avait été retrouvé. Merci la victime en quelque sorte. Pour la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme moral est important, comme ailleurs, parce que la Seconde Guerre mondiale, ce sont des affrontements idéologiques, on va dire. Alors, ce lycée, il participe au système de Vichy, c'est un lycée donc pétainiste, avec, sous Pétain, avec le culte du maréchal, les couleurs, etc. Il y a même quelques professeurs un petit peu pétainistes, voire collabos, mais pas trop. Il y a pendant la guerre aussi de nouveaux élèves qui arrivent, qui sont des réfugiés juifs certainement, et qui un jour disparaissent. Leurs camarades ne les voient plus, donc il s'est bien passé tout ça. Et puis évidemment, il y a la libération. Alors là, le lycée La Pérouse, qui était vide d'élèves, devient un QG, un des QG des FTP, des francs-tireurs et partisans. Et donc ils y dorment, ils y font leur réunion, et ils s'en servent même comme prison. Alors en réalité, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers certainement ici, ils étaient plutôt au bon sauveur, mais il y en avait un qui n'était pas un petit poisson, c'était le commissaire des renseignements généraux, Didier Gélin. Gélin avait, pendant la guerre, fait son boulot de commissaire aux renseignements généraux. On pouvait certainement le soupçonner d'avoir donné des renseignements aux Allemands, mais peut-être n'avait-il pas donné du reste, hein, on ne sait pas trop. Au débarquement du 6 juin 1944, il était monté au maquis, on se méfiait de lui, on l'avait mis un peu marginalisé, et puis finalement il se retrouve ici, donc prisonnier des FTP. Et on peut dire qu'ici, hein, c'est une page noire de l'histoire de la libération, hein, puisque Gélin a été molesté, a été matraqué, on dirait aujourd'hui presque torturé, si on osait. Et en tout cas, on l'oblige à faire des corvées, on l'enferme dans cette cave. Quand il sort dans la cour, c'est pour décharger des camions de fusils, voire de pommes de terre. Et il meurt des suites de ses coups sur un tas de pommes de terre le 27 août 1944, c'est-à-dire 5 jours après la libération d'Albi. Mais cette fois, la lingère avait dû intervenir. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de suite, et toute la classe avait été consignée, 4 heures un dimanche matin. Je me revois entrer dans cette salle, et croiser avec un certain effroi le regard de tous les cancres de l'établissement. La sensation de passer dans l'antichambre du bagne, chez les menteurs, les voyous, les tricheurs. Et bien sûr, Jean-Paul, habitué des lieux, s'était assis à côté de moi. Le surveillant nous avait imposé le silence absolu et des lignes, 500 chacun. C'est là que, brusquement, plus d'encre, mon stylo en panne sèche. Je n'avais pas prévu la chose,
Je croyais qu'en retenue, on pouvait lire ou apprendre ses leçons. Je le fais comprendre alors à Jean-Paul qui fouille dans sa trousse et me tend une cartouche neuve accompagnée de quelques mots à peine murmurés, juste du genre « T'as bientôt fini ». Alors le surveillant s'abat sur lui. « J'avais dit silence absolu !» Jean-Paul relève la tête avec son demi-sourire. « Mais monsieur, silence absolu, 4 heures dimanche prochain !» rugit l'autre en écrivant déjà au stylo rouge. Jean-Paul fait un geste dégoûté de la main et se remet à écrire. La gorge serrée, je le regarde. L'ordre a été retrouvé. C'est plus tard que la veuve donc, du commissaire Gélin va porter plainte, va intenter donc un procès en justice. Et donc voilà, l'affaire commence. Elle ne sera jugée qu'en 1953, c'est-à-dire bien après la Libération. Donc le lycée est rattrapé, on peut dire, par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et comparaissent donc deux accusés, un FTP, un vrai FTP qui s'appelait Lenné, et un agent du lycée qui n'avait rien à voir avec le FTP, qui était le fameux René Jamme, que tout le monde, tous les élèves connaissaient, que des générations d'élèves appelaient Coco, et qui était avec ses lunettes, sa pipe, ses sabots, qui était une figure connue, et le souffre-douleur, on va dire, de générations d'élèves. Or, il semble qu'après un dîner bien arrosé, un déjeuner bien arrosé, a eu lieu l'ultime tabassage de Gélin, et Coco, donc Coco Jamme, y a participé. Et donc, il figure parmi les inculpés. Alors, lors du procès, Coco s'embrouille devant le tribunal, il appelle le président, le proviseur, enfin, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait, et on s'aperçoit que ce pauvre type qui était Coco, eh bien, lui qui avait été toute sa vie un peu le souffre-douleur, torturé par les autres, il devient tout d'un coup le bourreau, et il l'a payé. Il a été condamné à 3 ans de détention. Il finira ses jours à l'hôpital d'Albi, complètement oublié. Voilà, c'est la triste affaire Gélin, qui a fait, au fond, pour le lycée, l'affaire Coco Jamme. Il y a eu des classes mixtes à la fin. Alors, classes mixtes, je les accouplais, purement et simplement, un garçon et une fille. Et puis il y avait des filles, c'était toujours les filles qui étaient réticentes d'ailleurs. Elles ne le voulaient pas, le type. J'ai dit, pourquoi, il n'est pas plus moche que l'autre, non? Pourquoi tu ne le veux pas celui-là? Et puis il y en avait un qui s'appelait, j'ose dire le nom, qui s'appelait Simonel. Alors, je faisais semblant de croire que 6, c'était un chiffre. Je lui ai dit, t'as gagné un Menel. Quand tu auras 6, tu auras une fille. Parce qu'il en visait une de particulière, qui était très jolie d'ailleurs, une blonde. Alors j'ai dit, au bout de 6, tu l'auras, ta petite, elle était belge. Tu auras ta petite belge, Simonel. Il les a jamais gagnés, les Simonel. En première, notre classe s'est séparée de tous ceux qui ne faisaient pas latin et grec et a cessé de s'appeler AB pour devenir A, lettre classique, la crème des littéraires. Jean-Paul n'en a bien entendu pas fait partie. En latin, le cours commençait toujours par 10 minutes de rigolade. On y parlait de tout, de l'actualité politique, des filles aussi, bien sûr, cloîtrées dans leur lycée comme nous l'étions dans le nôtre. « Vous les trouvez belles, hein? Toutes belles, nous disait le prof. C'est vrai qu'elles le sont. Mais je vais vous donner un truc. Avant d'aller trop loin, regardez un peu aussi la mer. » Je disais ça. C'est que pas faux. Le prof de français l'a joué tout autrement. Il ne faisait pas ses cours, il les murmurait. Penché en avant, presque couché sur son pupitre, et tirant d'interminables bouffées de sa gauloise, dont la fumée n'en finissait pas de ressortir à mesure qu'il parlait. Une fumée mâchée, articulée, imprégnée de la suave poésie des fleurs du mal ou du bateau ivre. Cet homme n'aimait pas la littérature, il en était possédé. Pendant des heures, nous nous sommes noyés dans ces yeux globuleux qui nous fixaient sans nous voir, tout occupés qu'ils étaient à dialoguer avec Stendhal et les autres. La méthode n'était pas son fort, il pouvait passer 2 heures sur une page et survoler tout le reste. Mais pour nous, les circonvolutions de sa voix sifflante suffisaient. Nous étions fascinés. Chacun de ces cours était un rêve, un voyage. Et quand la cloche sonnait, on aurait entendu une mouche voler. Un étrange sentiment de solidarité unissait toute la classe, comme si nous sortions tous de la même bulle.
Et cette bulle, quand on y est entré, peut-on vraiment en ressortir un jour? Vu d'ici, je réalise que ces deux profs, en fait, nous y aspiraient ensemble, chacun à sa manière, pour nous entraîner vers des hauteurs, où le commun des autres élèves n'était pas admis. Tous deux nous ouvraient des portes, parrainaient notre entrée quelque part. L'important était moins ce que l'on apprenait dans ces cours que le fait qu'il nous était réservé, comme un rite, une cérémonie qui traversait le temps. Rien n'a changé, ou presque rien, quoi. Surtout ce cours-là, c'était le lieu d'année un peu du lycée, la cour d'honneur. La cour d'honneur, on n'avait pas trop le droit d'y aller, il fallait passer, mais en silence. Elle avait un statut très particulier. Je me souviens comme d'une cour extrêmement sombre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais enfin, en tout cas dans la représentation que j'en ai, quelque chose de très sombre, un lieu très sombre, très obscur, très sinistre. Et donc un lieu un peu sacralisé par enfin, j'allais dire le pouvoir, enfin en tout cas par l'administration. C'était le lieu où on faisait une fois par an, pour le 11 novembre, où je crois, il y avait, oui, on venait chanter la Marseillaise ou je sais pas, enfin. Georges Pompidou a passé 10 ans dans cette maison. Et il est décédé, je crois, à l'âge de 60 ans. 10 ans sur 60, il a donc passé une partie très importante, et une partie qui a dû le marquer considérablement. Le père de Georges Pompidou était professeur à l'école voisine, dans l'actuel lycée Rascol. Il était professeur d'espagnol, et le petit Georges Pompidou était un excellent élève. J'ai connu Pompidou, Georges Pompidou, dit le pompier. On s'était pas très astucieux. Il est arrivé ici, donc tout jeune, dans les classes élémentaires, qui fonctionnaient encore dans le lycée, et nous avons la chemise de son dossier. La chemise de son dossier précise que c'est un élève robuste, mais un peu lent. Vous savez qu'il venait du Cantal, donc il avait cette ampleur rurale qu'on lui a toujours connue. Il était très vivant. C'est un garçon, on voyait son intelligence apparaissait tout le temps. Mais il n'était pas toujours très studieux. Il était plus brillant que travailleur. Moi, je l'ai connu Pompidou, évidemment, que président de la République, la fois où il est venu au lycée d'Albi, inauguré je ne sais quoi d'ailleurs, et on a remercié Pompidou d'avoir sauvé le lycée La Pérouse, car il était en fort danger. La mode à cette époque-là, c'était de créer des établissements scolaires de 2000 ou 3000 élèves, ce qu'on a fait d'ailleurs à Albi, et deux lycées qu'on a créés ensuite, au fond, dans les 2000 ou 3000 élèves. Donc il fallait supprimer un lycée qui contenait au maximum 500 ou 600 élèves, ça ne pouvait pas continuer. Et Pompidou a sauvé le lycée finalement contre l'histoire de l'époque ou contre la mode de l'époque, parce que c'était son lycée finalement. Et il l'a sauvé, donc, et il a bien fait de le sauver, puisque maintenant on revient au lycée à taille humaine. Alors ce qui est le plus amusant, c'est ce qu'il a raconté dans son livre posthume, Ma part de vérité, dans lequel il raconte son bac. Alors c'est le bac philo, il fait pendant donc, la durée de la composition bac philo, 2 devoirs de philo, le sien, et un sur un sujet différent, pour une de ses copines qui est pas loin, et à qui il glisse discrètement la copie. Je sais pas si elle n'a pas eu l'amour un peu déçu. Si la fille ne supportait pas un peu. Comme font les femmes d'ailleurs. Les femmes ont l'âme traîtresse par définition. Et il conclut, j'ai eu mon bac sans problème, mais peut-être l'ai-je un peu aidé à avoir le sien. Et elle aurait été reçue au baccalauréat grâce à Georges Pompidou, dit le pompier. C'était un an avant 1968, et 2 événements ont marqué mon année de terminale. D'abord, j'ai été amoureux.
comme un fou. Nous nous retrouvions chaque soir, elle après le bureau, moi après les cours, et sur tous mes classeurs, le cuir de mon cartable, j'écrivais le M de son prénom. Je ne pensais qu'à elle, n'étudiais presque plus, et j'ai eu mon bac vraiment de justesse. Ce qui ne m'a fait ni très chaud ni très froid d'ailleurs, vu que pratiquement le même jour, elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré un apprenti boulanger. J'ai cru mourir. Dans ses yeux qui me demandaient de rester bon copain, les années lycée me paraissaient brusquement minuscules, loin, très loin derrière, et inutiles surtout. À quoi bon avoir tant lu, tant étudié, pour se retrouver si démuni devant la vraie vie quand elle commençait? L'apprenti boulanger avait un métier, lui, c'était un homme, moi pas. Était-ce pour ça qu'elle l'avait préféré? On ne peut pas dire que un enseignement à base d'humanisme est inutile, poétique, et qu'il n'y a que l'économie et la technique qui comptent. Ce sont des choses qui doivent être en permanence contrôlées, balancées par le reste. Sinon, où allons-nous? Nous allons dans un monde de sauvagerie, de cynisme, d'imposture. Oui, j'ai acquis un certain savoir dans certains domaines, ceux qui que je trouvais les plus attractifs, contre ce que l'on voulait m'enseigner ici. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, je suis un peu pour la pagaille. Sans pagaille, il n'y a pas de liberté. Donc il faut la pagaille. Quand elle n'existe pas, la pagaille, il faut l'inventer, il faut la créer. Et je crois que ces choses-là doivent se balancer ensemble, se contrôler mutuellement, s'équilibrer. Faire en sorte que, comme l'a dit quelqu'un, que le 21e siècle soit habitable ou ne soit pas. Évidemment que j'ai utilisé les outils qui m'ont été donnés ici et je les ai retournés. Enfin, si je peux, j'ai retourné les armes si on veut, mais en fait, je les ai retourné les armes. Quand on sait que je suis fonctionnaire à l'éducation nationale moi-même aujourd'hui, c'est une façon de parler qui est tout à fait abusive. La vita est commedia. La deuxième chose, c'est que Jean-Paul s'est suicidé. Il n'est pas tout à fait mort, mais il s'est suicidé quand même. C'était pendant les grandes vacances. Bien sûr, il n'avait pas eu son bac et devait passer le repêchage en septembre. Et là, chez lui, dans sa chambre, en pleine chaleur de juillet, en pleine révision, il avait tenté de se pendre. Fini le demi-sourire sur lequel tout glissait, fini le détachement, fini l'échec comme façon d'exister. Soudain, tout ça n'avait plus suffi. De service de réanimation à un hôpital psychiatrique, j'ai peu à peu cessé de le voir. Il était devenu très gros, et à mesure que les années passaient, nous avions de moins en moins de choses à nous dire. La dernière fois que je l'ai vu, il était avachi sur un siège en plastique, mal rasé, en robe de chambre. Moi, j'étais en jean et blouson de cuir, presque au bout de mes études à la fac. Je le lui racontais, et tout d'un coup, de sa voix rendue pâteuse par les neuroleptiques, il m'a dit une phrase bizarre. Il m'a dit « Sacré crosse, tu as su conduire, toi. » C'était la première fois qu'il ne m'appelait plus par mon prénom. Il est pas sorti. Il est derrière. Il est. On voulait un rock. Il est un rock. Chaque année, en mars, se réunissent ceux des anciens élèves qui ont encore envie de figurer sur la photo. Parmi eux, beaucoup d'anciens premiers de la classe, bien sûr, devenus juges, médecins, notaires, inspecteurs.
Mais ce lycée-là ne se réveille qu'un jour par an, le temps de quelques retrouvailles. Le vrai lycée, lui, est une vieille rengaine, bien plus insistante et bien plus insidieuse, qui hante à jamais tous ceux qui, du dernier des cancres au plus illustre des prix d'excellence, l'ont fréquenté un jour. Qu'il soit jésuite ou impérial, surpeuplé aujourd'hui ou réservé à l'élite hier, un lycée c'est une auberge étrange, où l'on croise résistants et profs sadiques, humanisme et veulerie, la réussite de Vacquerie et le naufrage de Jean-Paul. En entrant dans ce lycée, l'enfant que j'étais n'était fait que de sa famille. Il en est ressorti comme greffé de tout ce théâtre du vaste monde. Certains de ces greffons ont pris, d'autres pas. Parfois je crois avoir tout oublié de lui, d'autres fois il ressurgit. Parfois il m'effraie, d'autres fois j'ai envie d'en rire. C'est un fantôme qui est en moi.